Donc, bienvenue à cette deuxième rencontre organisée par Cyrano Éducation en lien avec l'ANRAT, donc Association nationale de recherche et d'action théâtrale. Je vous présente en quelques mots, parce qu'on pourrait y passer un certain temps, Irina Brook. Irina Brook, vous avez donc une formation de comédienne, mais très vite vous êtes lancée dans la mise en scène depuis 1996 avec Une bête sur la lune, spectacle pour lequel d'ailleurs vous aviez remporté un certain nombre de Molières. Quand on regarde depuis 97, donc 25 mises en scène avec des auteurs assez variés. Évidemment, enfin des auteurs plutôt contemporains en général, je pense Tennessee Williams, Bertolt Brecht, Richard Kalinowski, donc, mais aussi donc évidemment un tropisme pour Shakespeare, dont vous venez d'adapter Le Roi Lear sous le nom de Lear avec un point d'interrogation, il y a quelques jours au Château d'Ardelot, après avoir traversé nombre de ses œuvres. Et donc vous avez croisé aussi Marivaux avec L'île des esclaves que vous aviez monté donc en 2005. Donc l'idée, c'est à partir de cette œuvre-là que les enseignants peuvent découvrir sur Cyrano Éducation via une captation, c'est d'échanger avec vous autour de cette mise en scène et de ce qu'en donne à voir la captation. Parce que, évidemment, la captation, c'est toujours aussi un point de vue sur une œuvre théâtrale, hein. On est entre une pièce de théâtre et malgré tout une réalisation de type cinématographique. La première question que j'ai envie de vous poser, parce que l'enjeu aussi, c'est de voir combien ce texte de Marivaux peut s'éclairer par son passage au plateau. Je sais que vous avez déclaré autour de cette pièce, je pourrais monter cette pièce tous les ans. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a absolument passionné dans cette pièce L'île des esclaves et pourquoi vous pourriez la monter tous les ans? Quelles sont les résonances que vous y voyez particulièrement? Alors d'abord, bonjour toutes ces personnes. On est tous ensemble, c'est génial. Et ravi de vous voir, rencontrer, entendre. Euh, alors, l'île des esclaves, oui, sachez comme vous avez dit que je viens de sortir de lire, donc ma cervelle est un peu comme un vieillissant roi Lear. Je vais peut-être pas avoir l'esprit aussi vif qu'il y a quelques semaines. Mais pour revenir dans ce île des esclaves, c'est vrai que, bon, je me souviens très bien les premiers jours de répétition au théâtre de l'Atelier à Paris, euh, d'être fascinée par le texte et les possibilités du texte. Parce que le texte est tellement léger et fin et petit presque. Et c'était fascinant de voir à quel point, maintenant ça me revient incroyablement, que dès qu'on faisait une scène, et ces scènes étaient très courtes, c'est peut-être 3 pages, une scène entre deux ou quatre des personnages, ça s'ouvrait et ça s'ouvrait, et il y avait des sortes de rebondissements, mais infinis. Et on n'arrivait jamais à la fin. On essayait de, ah oui, on va faire cette scène en une après-midi. Et puis en fait, c'était comme quelque chose que le plus on le parlait, le jouait, le plus on se rencontrait de la profondeur et surtout on sentait vraiment quelqu'un qui écrit pour les acteurs. Il y avait un vrai sentiment de quelqu'un qui connaissait le plateau, qui connaissait les acteurs, qui offrait une matière qui était une matière à jouer. Et on sentait vraiment que cette matière était faite pour jouer. Mais je sentais aussi rapidement qu'il y avait des matières qui étaient faites pour improviser. C'était les acteurs italiens de l'époque. Donc évidemment, il y avait une grande liberté. Même si le texte était très précis, on sentait qu'il devait y avoir des moments de lazzi, de sorte de délire absolu. Donc ça, c'était la première chose que j'ai remarqué avec le texte, c'était ce genre de cadeau du jeu de l'acteur. Après, j'ai oublié ce que tu m'as demandé par rapport à le faire tous les ans. La pertinence du texte, évidemment, ce qui me plaisait, c'est qu'à l'époque et encore maintenant, dans les œuvres de chaque grand auteur, en fait, il y en a généralement que un ou deux que j'ai envie de faire. J'ai rapidement passé quand j'étais jeune, les histoires d'amour psychologique entre les gens, les hommes, les femmes, la famille, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et puis, en devenant metteur en scène, ça m'a rapidement ennuyée et je voulais vraiment que raconter des histoires qui étaient plus grandes humanitairement, c'est-à-dire vraiment sur l'homme et ce que c'est sa place dans le monde. Donc, et sans être dans des sortes de pièces de salon, disons. Je ne voulais jamais faire des pièces où on était enfermé dans des murs avec des choses naturalistes. Donc, j'ai trouvé que dans chaque grand auteur classique, il y en avait toujours une ou deux qui étaient dans ce style.
Et dans Marivaux, les autres pièces m'intéressaient pas du tout personnellement en tant que metteur en scène, mais cette île des esclaves avait une sorte de côté fantastique, conte-esque, qui m'attirait énormément. C'est pareil avec Tennessee Williams, où j'aurais aucune envie, même si j'adore la pièce, de faire toutes les pièces comme Tramway nommé Désir, Chat sur le toit brûlant, tout ça, mais Ménagerie de verre, c'est une sorte de fantasme. C'est vrai que j'aime au théâtre les pièces qui te donnent la liberté d'être dans un monde qui n'est pas naturaliste. Donc, c'est là où l'île des esclaves, évidemment, s'y prêtait, parce que c'est comme une sorte de chose, comme une esquisse de quelque chose d'exquise et très libre pour le jeu. Si je reviens sur l'île des esclaves, parce que autant par rapport à Shakespeare, vous permettez des adaptations, autant finalement par rapport à Marivaux, l'adaptation, j'allais dire, c'est surtout les lazzi que vous avez introduits. Je pense à la scène du prologue, je pense évidemment à la fin aussi, et aussi à des moments qui sont clairement improvisés dans le spectacle. Il y a quelques passages en italien, quelques passages en anglais, très drôles d'ailleurs. Donc Mhm. voilà, revenir un peu, alors on vient de l'évoquer, hein, c'est aussi un clin d'œil aux comédiens italiens avec lesquels Marivaux avait créé l'île des esclaves en 1725, mais au-delà, voilà, c'est cette question de comment inscrire une forme de contemporanéité dans l'œuvre de Marivaux. Je pense que c'est là où j'étais entre les deux choses, de le styliser et en même temps de le rendre contemporain, parce que pour moi, le texte est tellement intemporel et la base du texte, l'essence d'un texte dont l'essence est clairement qu'est-ce que c'est de se mettre dans les chaussures d'une autre personne et comment compatir ou empathiser avec l'autre. Bah, c'est aussi vieux que tous les maîtres et les gourous du début des temps. On revient toujours à cette question, comment être à la place de l'autre. Donc ça parle pour moi purement de ça, du début jusqu'à la fin et d'une façon vraiment très comme un conte. Mais cette histoire de s'échanger les rôles et voir comment on serait si on était dans l'opposition, c'est la base de toute leçon d'humanité. Donc pour moi, c'était absolument fabuleux d'avoir un outil qui raconte les questions qui m'intéressent par rapport à la vie, l'humain, etc., dans une petite forme si délicieuse que cette pièce, qui est quand même juste brillantissime dans l'écriture et dans la liberté qu'elle donne à l'acteur et au metteur en scène. Sur la question de prendre la place de l'autre, j'allais dire, c'est aussi quasiment l'essence même du théâtre, hein. Ouais. Voilà. C'est- on retrouve, le théâtre, c'est aussi chercher l'autre, hein, chercher dans l'interprétation, etc. Sur le choix, enfin le caractère intemporel, parce que, avec le principe de l'avion, hein, puisqu'il y avait dans la scénographie la queue de l'avion qui s'était écrasé, et puis ce prologue où on les voyait justement dans l'avion avec cette scène assez drôle avec la gestuelle du commandant de bord, hein. Euh, mais avec tout un tas d'éléments, d'objets qui pourraient, que ce soit des objets ou que ce soit d'ailleurs la bande son, qui pourrait renvoyer entre les années 1920-30 d'un côté ou 50-60 de l'autre. Enfin voilà, ce choix-là, est-ce que vous pouvez revenir sur ce choix? Ce choix à la fois quelque chose d'un peu intemporel et en même temps qui s'inscrit dans un 20e siècle assez large. Je ne peux pas l'expliquer vraiment parce que c'est quelque chose qui a été récurrent dans mes mises en scène pendant 20 ans, que ce soit La Bonne âme de Szechuan ou quasiment tout. Et ce qui d'ailleurs m'a sorti un peu de la mode française. Je pense que j'aurais plus de succès si j'avais été plus contemporaine. Mais pour moi, je, je, je pourrais jamais faire quelque chose d'époque parce que c'est pas le monde qui m'entoure. Et en même temps, c'est vrai que l'humour est très important pour moi et de passer ces messages profonds par la légèreté. Et c'est vrai que dès que j'ai des personnes habillées comme nous, juste là dans une salle de répète, avec un texte aussi, en fait, qui est très sombre, Île des esclaves, c'est pas si gai que ça. Je trouve que s'il n'y a pas cette petite chose qui le théâtralise et le rend plus charmant d'une certaine façon, visuellement, musique, etc., si je commence à mettre la musique de mon fils, j'aime beaucoup ça.
Et peut-être que ça va venir, mais je trouve que c'est comme enrober un médicament d'un peu de miel. Je sens que pour moi, je veux faire passer ces messages au plus grand nombre et j'ai besoin, pour mon goût, c'est pareil avec Shakespeare qui est tout le temps quelque chose de beau, un plaisir, en même temps que le message qui est assez acerbe quand même. Donc c'est vrai que pour moi, il y a une sorte de recul. Si j'avais juste les acteurs dans leurs vêtements d'aujourd'hui et je faisais contemporain, je serais intéressée de le faire maintenant. Mais le problème, c'est que ça tourne sombre très rapidement. Et j'ai une nature qui essaye, qui veut en répétition aussi garder la lumière et le plaisir pour nous en salle de répétition. Et c'est peut-être un problème personnel. Peut-être que je devrais accepter ça, mais chaque fois que je suis dans une salle de répétition, je veux qu'on ait un plaisir ensemble. Et c'est très facile quand on fait des textes qui ont une dureté aussi, d'aller dans un sorte de monde qui est sombre. Donc c'est vrai que ce recul musical, visuel, me donne l'opportunité de garder cette légèreté avec des textes qui ont des profondeurs. Ce qui est assez shakespearien comme approche, hein, de toute façon. Pour moi, Shakespeare, oui, c'est un grand malentendu de penser que Shakespeare est dans un sérieux permanent parce que c'est le premier qui savait comment varier les plaisirs d'une scène à la prochaine pour son public si mixte, des gens tous debout en bas qui mangeaient leurs cuisses de poulet, et entraient, sortaient, s'ennuyaient, rigolaient, et puis l'élite tout autour là-haut. Donc jamais il restait sur un mood plus qu'une scène. Et ça, c'est assez difficile de convaincre en France, mais c'est la réalité shakespearienne. Shakespeare, ça change de scène en scène, que ce soit Roméo et Juliette ou même le Roi Lear, il y a toujours les fous shakespeariens qui étaient le stand-up du moment pour que les gens rentrent pas chez eux avec trop de tragédie ou trop de beauté. Pour en revenir à l'île des esclaves, justement, revenir à cette question de l'improvisation, de la part d'improvisation dans les répétitions, c'est-à-dire comment vous avez travaillé avec les comédiens à partir de ce texte, et parce que ça peut aussi donner des idées ou des envies aux enseignants qui approcheraient ce texte avec leurs élèves, c'est-à-dire l'importance de l'improvisation par rapport à un texte comme celui-là. L'ouverture, ce que vous aviez demandé, l'avion, c'était juste une évidence. C'est des transpositions qui nous parlent. Donc, naufrage, île déserte, bateau sur scène, tout le reste, je ne voyais pas d'image, c'est des choses subconscientes aussi, où il faut qu'on laisse le matériel rentrer dans son imagination et puis voir ce qui sort de l'autre côté. Donc j'ai tout de suite, je me suis dit, bon, l'équivalent de cette histoire, c'est un avion qui se crache quelque part à côté dans la mer et eux qui arrivent, c'est le grand classique sur l'île déserte, avec les gens qui restent de l'avion. Donc, c'est de là où on a le vrai secret, c'est de jouer, c'est aussi de trouver du plaisir dans ces improvisations, c'est de laisser, c'est très difficile pour vous, messieurs, dames de l'éducation, mais c'est de laisser de côté un peu la raison et l'intellect pour permettre d'entrer le jeu et l'improvisation et le plaisir. Parce que si on pense trop, on n'aura pas nécessairement l'ouverture pour que les trucs apparaissent dans son imagination. Donc, des images d'un monsieur dans l'avion qui fait tous ces signes pour l'alerte qu'on doit décoller, etc. C'est juste une image qui vient. Et après, en jouant un petit peu avec les acteurs, tout à coup, l'acteur, je dis, bon, mets-toi au centre, mettons des chaises. C'est vraiment comme être vraiment des enfants. On met 6 chaises des deux côtés et on est dans le couloir de l'avion. Et après, on met de la musique et on imagine qu'est-ce qu'il ferait. Et puis c'est devenu une sorte de chorégraphie assez amusante et jolie. Et c'est vraiment juste de laisser l'imagination prendre vie par rapport à ce qu'il y a dans le texte qui se propose. C'est pas des choses qu'on peut vraiment décider. C'est des images qui viennent en étudiant un texte. Et puis tout à coup, une image apparaît. On se dit, bon, c'est une image, il faut l'étudier, il faut jouer avec. Mais pour être plus précis encore, est-ce que dans la façon de travailler avec vos comédiens,
il y a cette idée de, à partir du texte, de voir un peu comment ils peuvent improviser à partir du texte et voir est-ce que vous gardez des choses. Enfin, est-ce que ça se passe comme ça? C'est devenir un peu plus dans la fabrique même du spectacle. Non, parce que normalement, le texte est très précis, donc on n'improvise pas du tout. On joue avec les mots et on trouve la scène en essayant diverses manières de la faire. Après, il y avait des moments où je trouvais que la page était trop courte pour vraiment exprimer la conversion de l'un ou de l'autre, ou je me souviens pas, il faudra que vous me rappeliez du texte, mais le moment où c'est Iphicrate, je sais pas, il y a un moment où il y a un changement, mais c'est assez rapide, où je trouve pour mon esprit d'aujourd'hui que une page de texte de Marivaux ne me donne pas le retournement assez il n'y a pas assez de chair pour que je sois satisfaite en le regardant. Donc, c'est vrai que je pense qu'avec l'acteur qui jouait Iphicrate, on a improvisé comment il avait une longue scène où il descendait en ski, non, je pense, descendait le plateau en ski. Et on était le soir avant la première encore à chercher comment faire marcher la descente en ski. Et là, il improvisait des textes, mais vraiment très proches de ce qui devrait se passer pour remplir ce moment qui, pour moi, manquait pour arriver à la prochaine page de texte. Donc, Il y a aussi une scène entre Harlequin et Euphrosyne, qui est une scène sans parole, où Harlequin courtise Euphrosyne, et là, bah, qui est une scène que vous avez ajoutée, enfin voilà, qui est une scène sans parole. Et là aussi, c'est venu d'une improvisation, j'imagine, entre les deux. pour moi, c'est vraiment j'aime bien vraiment croire aux histoires, que ce soit à l'opéra, au théâtre, et des fois, il y a des petites plages, des pistes qui manquent. Et je trouve qu'en tant que créateur, metteur en scène, on a tous les droits de remplir pour que ça tienne debout. Et donc, c'est vrai que pour moi, la pièce de l'île des esclaves était vraiment comme une esquisse presque. Toute l'écriture était parfaite, mais c'était vraiment comme une sorte d'esquisse que tu donnes à un groupe pour ensuite tisser des choses dessus. Donc, on a vraiment profité de la légèreté de l'écriture pour pouvoir jouer entre les scènes. Et je pense vraiment que ces acteurs italiens devaient, mais ça me, des fois, en tant que metteur en scène, c'est sûrement prétentieux et faux, mais des fois, j'imagine quand je connais vraiment bien la pièce et je suis avec les acteurs, j'ai l'impression de vraiment être certaine de ce qui se passait, genre à l'époque avec l'auteur et les acteurs. On a une sorte d'indice subliminal qui vient de tous ces siècles. On se dit, mais oui, c'est exactement ce qu'il devait faire à l'époque, ou avec Shakespeare, on se dit, mais oui, cet acteur-là, c'est clair que c'était le même qui jouait dans l'autre pièce, parce que tout à coup, tu vois les deux et tu dis, mais oui, ou Shakespeare, il a dit cette phrase-là, parce que clairement, il avait eu des mauvaises critiques le soir avant, et dans le songe, la raison que tout le monde dit, ah oui, c'est nul et tout ça, ça devait être une sorte de blague. Il y a des moments où on sent qu'on rentre dans la peau de l'auteur assez pour justifier qu'on peut euh, librement jouer avec lui. Et en fait, ça vient un peu de ça. Euh, Question aussi sur la distribution, le choix de la distribution. Parce qu'il y a Alex Descas qui jouait Trivelin. Enfin, voilà, comment s'est décidé cette distribution? Parce que c'est pas neutre quand même, ce choix-là. Pour moi, les distributions ont toujours été multiculturelles, évidemment. Ça me semble juste normal d'avoir une distribution mixte, euh, parce que c'est le monde, et c'est le monde où on vit. Donc, c'était un reflet de ce désir qui est dans tous mes spectacles. Euh, Après, c'était difficile parce que je voulais pas exprès avoir, comme c'est des histoires de maîtres et de valets, de, hum, de classe et d'avoir le maître blanc et le valet noir, ou d'avoir je voulais pas que ce soit juste des choses parfaitement évidentes dans les clichés et les archétypes et les stéréotypes. Donc, j'ai fini par avoir un groupe mixte et trouver les bonnes personnes pour les bons rôles. Et après, c'était pas vraiment je dois avoir une personne de cette origine pour ce rôle. C'était juste avoir un groupe de très bons acteurs.
ouais. Si on pouvait revenir aussi sur la question du maquillage, hein, parce qu'il y avait donc que ce soit Cléanty, Sophrosine, Iphicrate comme Harlequin, tous les quatre maquillés. Seul Trivelin n'était pas maquillé. Et à la fin, à la toute fin du spectacle, quand ils reviennent, plus aucun n'est maquillé. Donc c'est cette question du maquillage enfin, voilà, qui peut renvoyer à côté un peu clownesque, mais qui est aussi la question finalement comment on porte un masque social, j'imagine. Et finalement, c'était seul Trivelin n'en avait pas, et à la fin, plus aucun n'en a. Enfin voilà, pour revenir sur cette question du maquillage. Il faut que je recherche les sources de ma cervelle il y a 15 ans. Mais je sais que c'était très important. Et je pense que vous avez mentionné que ça venait tout de suite après Brecht, la Madame Szechuan, où j'avais aussi les maquillés. Ouais. Alors, je pense que c'était dans La Bonne Âme déjà, c'était ce côté de théâtre un peu mythique, que c'était pas naturaliste, expressionniste, disons. Euh, que les personnes étaient comme des archétypes. C'est pour ça. Donc, dès que j'avais juste la personne normale, avec ses cheveux et une jolie robe, de nouveau, c'était une histoire de recul de l'acteur. Et donc, sans aller dans les clowns ou le clownesque et tout ça, ça donnait juste une distanciation de la personne qui le jouait et sa réalité dans le monde de tous les jours. Ça donnait quelque chose de plus extrême. Et pour moi, j'ai commencé le premier jour, Il des esclaves, avec les acteurs tels quels. Et puis je me suis dit, pareil, ce petit volume est si exceptionnel et précis et étrange et stylisé, c'est le mot, que de le faire avec eux tels que eux-mêmes, je trouvais que ça racontait moins bien l'histoire et je trouvais que cette chose donnait une sorte de uniformité pour le conte, même si l'histoire parle de gens très différents qui peut-être qui cachent leur humanité aussi. Ils deviennent plus des archétypes. Donc, je pense que ce sort de côté archétypal était ce qui m'intéressait. Et après, quand ils enlevaient, ils devenaient plus comme des êtres humains. Je pense que c'était plutôt ça. Mais le fait que Trivelin n'était jamais maquillé, du coup, Il était déjà élevé, il n'avait pas besoin du test. Il était déjà à un plus haut niveau d'humanité. Donc, lui, ça va. oui, d'ailleurs, j'ai été frappé quand même par cette dernière image d'un Trivelin quasi divin, quoi. C'est au sommet de la dune, avec un éclairage en douche comme ça, qui en fait quasiment voilà, un personnage un peu divin. Donc, oui, ce choix de finir sur cette image-là, dans cette tenue qui est de quasi-gourou d'ailleurs. Oui, Euh, mais je trouvais que ça faisait très gourou. C'est vraiment une histoire et je pense que depuis qu'on l'a fait, il y a eu beaucoup de sortes de Netflix et des films qui ont été des sortes de versions de Île des Esclaves, je crois. Parce que c'est quand même classique format de histoire de jeunes qui débarquent sur une île avec un gourou qui sont transformés par leur séjour et repartent meilleurs. C'est quand même très classique comme chose. Donc, c'est vrai que pour moi, cette image était là dès le début, que c'était une sorte de île de gourou où les gens venaient pour être transformés. Parce que je pense au début, il dit quelque chose comme ça, qu'il y en a eu plein d'autres qui sont passés par là déjà. Une sorte sorte de- oui, comme un sorte d'Indien des années 60 avec un sorte de ashram. Si vous deviez la remonter aujourd'hui, cette pièce, enfin, qu'est-ce qui évoluerait d'après vous dans votre mise en scène, dans vos choix? Alors déjà, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous inquiéter, tous ceux qui adorent la pièce, mais je ne sais pas pourquoi on en parlait juste l'autre jour avec ma fille, et je suis pas sûre que je la remonterai après avoir dit chaque année, parce que en fait, chaque fois qu'on l'a faite, et je dis ça entre nous et nos 1000 amis en ligne, là, que ça n'a jamais été une expérience très heureuse. Ça a été toujours artistiquement très bien, mais il y a toujours eu beaucoup de discorde. Et moi, j'ai l'habitude de compagnies très harmonieuses et heureuses. Et ça n'a jamais été le cas avec l'île des esclaves. Je l'ai fait là, je l'ai remonté une deuxième fois, je l'ai fait en Italie. Et chaque fois, et je me rends compte que l'évidence, c'est que comme metteur en scène, euh, le choix de la parole, de l'œuvre que tu fais,
un énorme effet sur l'ambiance. Bien sûr, ça ne peut pas être autrement. Donc, il y a certaines pièces où on ne peut pas vraiment être heureux en répétition parce qu'il y a quelque chose de noir dedans. Et bizarrement, malgré tout ce que j'ai essayé pour faire happy end et tout ça, il y a une sorte de côté un peu, je sais pas, il y a quelque chose qui doit en sortir qui est négatif, c'est étrange. Donc ça n'a jamais été quelque chose de très joyeux comme expérience. Donc je pense que si je le faisais maintenant, si j'étais obligée de le remonter, et je suis pas sûre que je le ferais, mais c'est vrai que comme texte, c'est un outil euh, assez irrésistible. Même maintenant, je serais tentée parce que d'avoir un texte si beau, si court, si libre pour raconter vraiment, mettons-nous dans les chaussures les uns des autres et soyons moins monstrueux que nous sommes, de pire en pire, c'est un cadeau. Mais je pense qu'aujourd'hui, si je le faisais, je le ferais plus dur, plus contemporain, plus avec vraiment des sortes de monstres TikTok, vraiment des riches terribles et des jeunes. Non, ce serait intéressant, mais je pense que je le ferais avec moins de distance, carrément, là, totalement, encore plus contemporain. Mais c'est sûr qu'on passerait 2 mois misérables, donc je suis pas sûre que j'aurais envie. Et alors, c'est ce qui rend, enfin, je trouve ça très intéressant, le fait que c'est finalement dans le travail, c'est pas forcément des moments heureux, mais parce que c'est la violence sociale que ça évoque, d'après vous, qui génère ça. On sent bien chez Cléantis cette difficulté finalement à pardonner toutes les violences subies. Est-ce que c'est ça qui rend la chose difficile? Enfin, je sais pas, enfin, Je pense, parce que c'est vrai que, par exemple, dans les grands Shakespeare, il y en a plusieurs qui sont vraiment sur le pardon, la tempête, la Winter's Tale, etc. Et c'est des pièces qui portent assez vers la lumière. Il y a une grande beauté vers ce pardon. Mais je me suis rendu compte, par exemple, avec Lire, il n'y a aucun pardon, il n'y a pas de relâche, il n'y a pas un vrai happy end pour personne. Et on n'était pas malheureux, mais c'était quand même très dur. On ne s'est pas beaucoup amusé. Si, on s'est quand même amusé. Mais non, la matière est très importante par rapport au plaisir de le faire. Euh, et là, je pense que Cléantis, au centre de ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Elle est furieuse et assez méchante et très aigrie. Et même, ça coince. Même moi, à l'époque, très happy end, voulant un monde meilleur et tout ça, on voit qu'à la fin, même s'il dit oui, allez, vas-y, dit, c'est très touchant parce qu'elle dit, ok, j'y vais pour faire plaisir à tout le monde, mais je la gardais un peu misérable. Malgré tout, on voyait qu'elle n'était pas tout à coup prête à danser de joie avec tout le monde parce que c'est la vraie vie. Elle a eu trop de misère pour tout pardonner en 5 minutes. Donc c'est une pièce de personnes malheureux et même Harlequin qui est pour moi le personnage absolument merveilleux parce que quasiment christesque. Il est tellement Monsieur Pardon, je veux dire, il est prêt à juste pardonner tout. Mais lui aussi a été très, très maltraité, donc c'est quelqu'un de malheureux, mais bon, sa conversion est évidemment très belle. Mais est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas. Mais bon, il y a quand même beaucoup de conflits dans cette pièce. Et la fin, j'ai essayé de pousser vers la happy end, mais pas sûr, pas sûr. Mais Mais en tout cas, non, c'est très. Je pense que si je le refaisais, c'est vraiment télé-réalité. C'est vraiment les jeunes qui vont sur des îles désertes et tout le monde devient fou. Je veux dire, mais c'est vrai que tu ouvres une porte à quelque chose d'assez dangereux, disons, avec cette histoire. Mais je pense que c'est ce que ça raconte aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce que peut-être le contexte social aujourd'hui est peut-être encore plus tendu qu'il ne l'était au moment où vous avez créé le spectacle. Ouais, ouais, absolument. Oui, j'ai vu ce film, je l'ai pas vu, mais ma fille, je crois, m'en a parlé l'autre jour. Je crois qu'ils ont tiré ça ou c'est très semblable à Île des Esclaves. En tout cas, j'aimerais bien le voir. Le triangle. Oui.
Mais non, c'est une pièce, en fait, c'est pas une pièce cute, c'est une pièce dure. Pourquoi vouloir pousser vers le happy end? Parce que je suis comme ça, c'est pas, c'est des histoires de personnalité, parce que peut-être moins maintenant, mais à l'époque, j'étais très idéaliste. J'espérais que les gens étaient bons et heureux, et j'étais plus utopique que je le suis. Donc, je voulais pousser parce que je voulais que les gens puissent euh, comprendre, parce que je crois quand même à l'humain, et on est en doute chaque jour, et c'est de plus en plus difficile. Mais à l'époque, j'y croyais fort et je voulais vraiment, vraiment croire et partager cette croyance que les personnes pouvaient changer et s'améliorer. Je le crois toujours que les gens peuvent changer, mais bon, là, c'est un peu rapide dans Île des esclaves comme conversion. J'ai aussi une question sur la captation, quand même, parce que pour beaucoup des enseignants présents, enseignantes présentes, ils vont découvrir ou ils ont découvert votre œuvre via cette captation. Est-ce que vous avez suivi la réalisation de la captation et quel regard portez-vous sur cette captation? Non, je pense que j'avais rien particulièrement à voir avec cette captation et qu'il y a une énorme chance que c'était juste fabuleusement bien fait, surtout. Je sais, j'ai pas de souvenir techniquement comment tout ça s'est passé, ni je pense que j'ai pas eu d'engagement dedans du tout. Je crois qu'on m'a rien montré, mais j'ai un souvenir que c'était très très bien fait. Si, c'était comment il s'appelle? La Compagnie des Indes, c'est ça? Les Indes, Non, oui. ils l'ont fait très très vraiment merveilleusement bien, donc c'était génial. En plus, c'était quand même facile à capter parce que c'était un très petit plateau et c'était très clair où était le centre d'intérêt à chaque moment. Je crois que la captation est très réussie par son rythme, enfin, à plein niveau. Mais parce que c'est toujours la captation, l'un des enjeux, c'est d'avoir quand même, de pouvoir rendre la réalité de l'espace scénique, la profondeur, enfin les trois dimensions finalement. Et je trouve que là, bon, c'est vrai que la scénographie était relativement simple avec cette dune et ces quelques valises devant. Enfin, c'était assez facile d'avoir une idée réelle de l'espace scénique, je pense. Ouais, non, non, c'était bien fait, je me souviens. Et puis, les couleurs, les lumières, c'était très photogénique aussi, c'était beau. Et non, c'était bien filmé. Il y avait aussi une question de la part d'un groupe de première, spécialité théâtre, qui est une question un peu plus personnelle. À quel moment de votre vie avez-vous voulu devenir metteuse en scène? J'ai évoqué le fait tout à l'heure que vous avez commencé comme comédienne, et donc ce choix de tout d'un coup de passer à la mise en scène. Très simple, ça m'a jamais traversé l'esprit. Euh, Probablement pour les raisons évidentes avec un père pareil. Et donc j'ai persisté dans un métier qui n'était absolument pas fait pour moi, qui était d'être comédienne, qui était une souffrance permanente de 18 à presque 30 ans. Et puis ça s'est fait tout seul. C'était juste hasard sur hasard que j'ai vu une pièce de théâtre aux États-Unis dans un festival, que je voulais la ramener pour jouer dedans. Et puis je me suis dit, tiens, le rôle de la fille, ce serait bien que je la donne à une amie, Corinne Jabert, à regarder. Et tout à coup, je me suis juste trouvée, regardant ce texte de l'autre côté, et de vouloir le monter plutôt que d'être dedans. Et ça s'est fait, mais littéralement du jour au lendemain. Et mon amie Corinne a tout de suite sauté sur l'opportunité. Et puis elle a trouvé Simon Abkarian, fabuleux acteur, pour travailler avec nous. Et on a commencé dans la salle à manger avec quelques petites chaises et le texte. Et à l'instant où je me suis assise dans la chaise avec eux debout devant moi, je me suis dit, bon, ça y est, je suis dans la bonne chaise. Et là, pendant toutes ces années, j'étais du mauvais côté du plateau. Et donc, à partir de là, j'ai eu de la chance que ce premier spectacle soit un tel succès. Sûrement, si j'avais eu toutes sortes de terribles critiques, j'aurais arrêté mais immédiatement. Mais comme c'était le contraire, ça a fait une sorte de délire, Molière, etc. Et ben, à partir de là, j'ai plus jamais pensé à autre chose que mettre en scène.
Mais ce moment, même s'il a été douloureux, parce que en tant que comédienne, j'imagine que ça vous donne aussi quand même une approche de la mise en scène qui part de ça aussi, enfin, qui part de ce passé de comédienne. En fait, surtout ce que ça m'a donné grâce à la douleur, c'est une empathie infinie pour les acteurs. Donc, toutes les choses que j'ai souffertes, je voulais pas les faire souffrir. C'est un peu comme le contraire de l'île des esclaves. Euh, C'était surtout ça. J'avais tellement bavé de tellement de metteurs en scène qui me faisaient faire des choses que je détestais, me mettaient dans des costumes qui m'empêchaient de jouer, me donnaient des instructions impossibles à suivre, etc. Que c'est pour ça, sans doute, que j'ai voulu toujours avoir des salles de répétition plutôt joyeuses parce que j'étais tellement horrifiée par le manque de plaisir souvent qui allait avec les répétitions et surtout par le manque de que les metteurs en scène qui choisissaient des acteurs juste comme ça, sans penser à l'ensemble, penser à la qualité de la personne, juste caster pour caster. Et c'est vrai que moi, j'ai fait absolument le contraire depuis. Donc, c'est surtout humainement que ça a changé énormément. Alors, pourquoi une adresse au spectateur? Trivelin à la fin. Parce que pour moi, c'était surtout, ça change par époque de mise en scène, mais à l'époque, et même maintenant, j'aime énormément, c'est vrai, et ça vient vraiment de Shakespeare à la base, et de Brecht et de tous ces grands auteurs, mais de casser le quatrième mur et de tout à coup avoir un lien direct avec le spectateur, pour moi, c'est toujours un moment fort et privilégié et important quand on raconte quelque chose ou on passe un message d'aller. Oui, merci beaucoup. Et bonjour vraiment. En fait, à la fin, lorsqu'Arlequin s'adresse à Cléantiste, j'ai oublié le vache d'ailleurs, Mhm. euh, lorsqu'il s'adresse à Cléantiste pour lui demander de se rapprocher de Frosine et donc de permettre entre elles deux qu'il y paix, vous avez tout à fait raison, je pense, sur le fait que effectivement Cléantiste est amère et qu'elle y parvient très difficilement. Mais normalement, Cléantisse, lorsqu'elle accepte de se rapprocher de Frosine, Arlequin lui dit, mettez-vous à genoux pour être encore meilleur qu'elle. Et lors de la mise en scène, ça m'a paru d'ailleurs pertinent, hein, mais ça, vous le retirez en fait. C'est-à-dire qu'en vérité, vous ne lui demandez pas autant. Je pense que sans doute l'actrice ne voulait pas, parce qu'elle a sa fierté aussi, et je pense que ça semblait juste aller trop loin. Je pense qu'on n'y Mhm. arrivait pas. Ça semblait déjà énorme, et cette sorte de furie. euh, dans la version du film, c'est quelle actrice qui jouait Cléantis? C'est Lubna. Je crois que ouais, ouais, il me semble que c'était Lumna Zabal. Qui était aussi très tough. Et je pense que c'était juste too much de non seulement pardonner, mais après d'aller. Là, Harlequin, il exagère. Je veux dire, il est dans le ouais, ouais, soyons bons et pardonnons tout le monde. Mais la jeune fille, elle est genre, non, là, ça suffit. Et je pense, on l'a enlevé ou il y a juste refusé? Je me souviens pas. Mais on a dû C'est faire retiré. C'est dirais retiré. peut-être qu'on a fait des choses différentes à des moments différents, parce que je l'ai remonté une deuxième fois et cette troisième fois en Italie. Je ne sais pas ce qu'on avait fait, mais il y a des choses comme ça qui vont avec le moment et les choix de l'acteur et tout ça, mais c'est vrai que c'était un peu beaucoup. Ça Donc, leur a semblé naturel aux élèves, hein. Il n'y a pas eu du tout de choc de leur part, simplement ils m'ont interrogé sur le motif. Mais effectivement, oui, ça leur a paru aussi trop, parce qu'il est tellement christique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que que pas et tout le monde peut. pour eux, c'est aussi trop, effectivement. Et Jean-Christ, il y en a qu'un, mais on peut pas imaginer que tout le monde va être aussi. Non, ça semblait un peu trop. Ouais. Ouais, merci. De rien. Il y avait aussi une question de lycéen en spécialité théâtre qui est sur le métier de metteuse en scène et qui vous pose la question est-ce que metteuse en scène est un métier difficile? Euh, oui, bien sûr. C'est difficile. C'est vraiment des histoires de personnalité. Je veux dire,
Acteur et metteur en scène, c'est vraiment le contraire, je pense. C'est très étonnant qu'il y a certains qui réussissent à faire les deux, mais c'est vraiment des envies différentes, des créativités différentes. Ou bien on a la liberté émotionnelle et de tout d'être acteur, c'est-à-dire d'être au service d'un texte, d'un metteur en scène, d'une histoire qui passe à travers toi. Et là, il faut juste avoir cette ouverture et capacité d'être une sorte de vaisseau et de tout donner pour que ce soit reçu. Et de l'autre côté, tu as le metteur en scène qui doit avoir tout en tête et qui ne pourrait jamais faire ce qu'eux, ils peuvent faire, mais qui doit voir ce qui devrait se faire pour que ça passe au public. Et si on aime raconter des histoires, si on aime les gens, si on aime les actes, il faut, mais c'est pas nécessairement le cas, hein. On peut voir, je pense que 90% des metteurs en scène n'aiment pas nécessairement tout le monde. Mais dans mon cas, moi, je pense que le travail de metteur en scène est un travail humanitaire et d'aimer les acteurs pour pouvoir passer quelque chose de beau au public. C'est toute une passation d'un groupe à l'autre. Donc, je pense que la chose la plus difficile, c'est de vraiment vouloir s'intéresser assez à tout le monde, de rassembler les gens, de trouver quelle est l'histoire qui existe ou qu'on va inventer, qu'on veut raconter, qu'on veut passer. Parce que sinon, c'est quand même un énorme travail si c'est pas pour faire quelque chose qui t'importe humainement. C'est énorme, parce qu'il faut penser à tout, tout, tout. Par rapport à ce métier, par rapport à ces perspectives, je voudrais là, moi, c'est une question que je vous pose sur le fait d'avoir été un moment directrice de CDN et d'avoir assumé ces deux choses-là, d'être directeur de ce lieu qui était le Théâtre National de Nice et tout en étant metteuse en scène. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire, j'imagine? Oui, c'est impossible. Parce que pour moi, être directrice d'un CDN, c'était plutôt vouloir changer le monde dans tous les sens. Et ça m'a en fait enlevé 5 ans de juste être sur l'artistique, sur la poétique, sur le travail avec les acteurs. Les deux sont absolument incompatibles, sauf si on donne tout aux autres à faire. Et comme j'étais un peu control freak et voulais tout changer moi-même, c'était quasiment impossible comme mix. Parce qu'en fait, pour être artiste ou metteur en scène ou créateur, tu as besoin de beaucoup de temps pour réfléchir, pour trouver une œuvre, pour que ça travaille dans ta tête, que ça se mette en vie. C'est beaucoup de subconscient. Et quand tu diriges un lieu, il n'y a pas de temps pour le subconscient. On travaille 24 heures par jour. Le théâtre dans le théâtre, j'adore. Ben, c'est les deux, c'est les deux. Shakespeare, oui, bien sûr, et ils sont très proches, je trouvais. Et les masques sociaux, ce qui m'intéressait d'abord, c'était le thème et cette histoire pas vraiment masques sociaux, vraiment le thème de l'empathie pour l'autre. Parce que c'est vrai que quand on fait cette pièce, on commence à se rendre compte, c'est le plus vieux conseil du monde, mais qu'est-ce que c'est? On l'oublie chaque jour, juste en demandant de mauvaise humeur un ticket dans une gare ou je sais pas quoi. C'est de penser chaque fois, ah oui, mais est-ce que cette personne, en fait, est désagréable avec moi parce que quelque chose lui est arrivé? Cette chose de se mettre dans les chaussures de l'autre, évidemment, serait le numéro un pour changer le monde entièrement. Et c'est celui qu'on n'arrive jamais à faire. Donc, c'est bien au-delà de juste masques sociaux. C'est l'histoire humaine qui m'a touchée. Après, le théâtre dans le théâtre, c'est vraiment toujours quelque chose que j'aime. Et là, j'y suis passée complètement. Maintenant, je ne fais que du théâtre qui parle de métathéâtre dans le théâtre. C'est depuis la rondinée de Puccini que je viens de faire à la Scala qui a surpris un peu les gens parce que c'était déjà du théâtre dans du théâtre et pas juste la rondinée. Et là, lire, n'en parlons pas. Si jamais vous venez voir lire, vous verrez que c'est que du théâtre dans du théâtre. Dans du théâtre, là on est parti très loin. Et j'ai fait une mouette l'année dernière en Italie que j'aimerais bien amener un jour, qui était aussi du théâtre dans du théâtre. C'est la seule chose qui m'intéresse parce que maintenant je vois les choses différemment.
Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux enseignants sur comment peut-être entrer dans le jeu à partir de l'île des esclaves? Mais je pense que vraiment, l'improvisation, pour moi, c'est la source de tout. Mais l'improvisation peut être très dans le mauvais sens et ça peut amener des choses effrayantes et difficiles. Donc, il faut vraiment un peu savoir comment le mener. Et pour moi, la première chose avec les acteurs, c'est toujours, donc les étudiants, c'est toujours la mise en confiance et la mise en bonne humeur. Si on prend une classe, on dit, alors mettez-vous debout et maintenant soyez en couple et détestez-vous et tout ça, ça va pas être agréable. Mais si on fait essentiellement, il faut toujours faire des échauffements, il faut faire des jeux un peu ridicules, il faut mettre les gens en cercle et sautiller et regarder en ligne. Il y a des milliers de jeux pour acteurs, mais pas des choses psychologiques et dures qui vont les effrayer. On peut en 10 minutes enlever la peur. C'est entièrement possible en mettant une bonne humeur. Une fois que les gens sentent qu'ils sont dans une bonne humeur et que tout ça est joyeux, après on peut dire, bon, allez deux par deux et imaginez-vous que vous êtes la femme de ménage et vous êtes la propriétaire et qu'est-ce qui se passe quand et vous échangez les rôles. Je sais pas, après il faut donner des thèmes pour que ça s'étire pas, ça s'étale pas dans des trucs difficiles, mais il faut d'abord, je dirais, d'abord inspirer la bonne humeur et le plaisir du jeu en faisant quelques jeux théâtrales. Et ensuite, l'improvisation est très utile aussi. Donc, en 2 minutes, pas facile, mais Euh, Moi, je voulais demander si vous, en fait, avez utilisé la technique du clown dans l'île des esclaves, dans la mettre en scène de l'île des esclaves pour des scènes comiques ou bien pas comiques, mais du coup, vous avez utilisé cette technique pour les joueurs. non, j'ai pas vraiment de technique. C'est vraiment plus instinctif que technique. Et donc, je n'avais pas de technique de clown. Mais ça aussi, c'est très important. Ça, je peux vous le dire. C'est que le déguisement est très important. Il faut penser aux acteurs comme des enfants euh, en train de jouer. Donc, si vous mettez des gens debout dans une classe dans leurs vêtements et leurs jeans et vous dites jouez cette scène, ils vont être gênés. Si vous amenez une petite boîte avec des chapeaux comiques et quelques vestes complètement pas leur style, eh ben, tout de suite, ils seront quelqu'un d'autre. Et ça, je dirais que c'est le secret numéro un. Il n'y a pas de technique du clown, il y a technique du déguisement et de jouer comme des enfants. Et ça change tout. Parce que dès qu'on n'est plus soi-même, on peut commencer à s'amuser. Alors, je trouve que c'est une très belle parole pour finir. Voilà, ben, merci à vous. Mais vraiment, mille merci pour cette rencontre. Ouais, merci à vous. Bonne journée, bon courage. Et bravo pour le travail que vous faites. Je suis très fan des enseignants. Je pense que vous êtes les héros du monde. Donc continuez. Et surtout ceux qui font du théâtre, c'est merveilleux.